tous. Donc nous voilà venus de Nice. Alors on a tout fait pour essayer d'apporter un peu de soleil, mais ça n'a pas marché. J'ai l'impression parce qu'en fait on n'en avait pas non plus. Voilà, on doit vous dire la vérité. Je vous présente ma collègue Estelle Coll, donc qui est réalisatrice audiovisuelle et ingénieure pédagogique au service des pédagogies innovantes de l'université de Nice, donc, et moi-même, donc directeur de ce même service. Alors l'ambition de cette présentation qui sera pas technique, mais plutôt portée sur, disons, notre expérience, notre vécu de l'open source dans le monde universitaire. Alors l'open source à Nice, comme l'a un petit peu évoqué Nicolas juste avant, c'est d'abord, disons, une tradition, c'est un petit peu une culture qui a été développée très tôt, au début des années 2000. Et donc on a différents outils qui ont été développés à l'université, issus de laboratoires au départ ou de départements de formation, et qui ont été développés en autonomie avec un enseignant-chercheur la plupart du temps, un ingénieur ou quelques-uns à ses côtés, et qui fabriquaient des solutions sur mesure, puisque sur le marché, il y avait très peu d'offres, que ce soit pour l'audiovisuel, pour la captation de cours, l'enregistrement de cours, ou même les plateformes pédagogiques. Et donc ici, peut-être certaines vous en connaissez quelques-unes. WIMS, par exemple, possède une forte communauté, UNSPod, et puis notre LMS qui s'appelle Jalon, et puis d'autres déclinaisons. Et donc très tôt, finalement, on s'est retrouvé dans la situation suivante. L'effet ciseau, on s'est fait finalement, on les retrouvait coincés entre la nécessité pour monter en puissance et développer des usages, déployer ces outils qui avaient été développés en laboratoire, mais les répliquer, les continuer à les développer sur d'autres composantes de l'université. Donc ça, c'était une première volonté, c'est comment on généralise les usages de ces outils. Puisqu'ils fonctionnaient bien dans les composantes, on y avait imaginé que ça pourrait se répéter dans d'autres endroits. Et puis également, un autre besoin qui était développer la formation de formateurs. Il fallait former les usagers. Et pour ça, on avait des moyens limités. Moyens humains limités, moyens techniques limités. Donc ça, c'est le premier effet auquel on était confrontés en 2006, finalement, quand tout montait en puissance, tout arrivait, la vidéo était perçue comme un vecteur qui pouvait aider à changer la pédagogie universitaire. Et en 2006, là encore, cette année charnière, il y a eu la médiatisation à travers iTunes, puisque comme Paris 5, on a été la première université à diffuser des vidéos pédagogiques dans iTunes à travers la plateforme d'Apple. On était entre les titres de Madonna et de Michael Jackson, et il y avait le podcast de l'Université de Nice. Et donc, cette médiatisation hors norme, elle a mis sous les projecteurs cette capacité, enfin cet outil vidéo au service de la pédagogie. Et l'enseignement à distance à Nice ou la PACES à Grenoble ont été souvent pris en exemple dans la presse. Donc il y a une couverture médiatique vraiment très importante qui a généré aussi une crainte chez beaucoup d'usagers, beaucoup d'enseignants, qui est de dire oui, mais si je me lance là-dedans, je vais me retrouver sous le feu des projecteurs et j'ai pas forcément envie, j'en suis pas là encore, je suis pas assez suffisamment sûr de moi pour diffuser en open source, en ressources éducatives libres, ce que je produis en audiovisuel. Après, il y a eu le plan podcast du ministère qui a financé aussi des développements. Et donc, au milieu de tout ça, une petite voix nous disait, finalement, est-ce que pour se faire aider, on n'aurait pas besoin d'acteurs du privé qui sont finalement plus spécialisés que nous dans le développement, la fabrication d'outils, la finalisation d'outils sans bug pour nous accompagner dans ce développement et dans cette production audiovisuelle. Et donc finalement, il y avait plusieurs options présentes que j'ai essayées qui nous sont apparues. On en a essayé plusieurs. La première, c'est faire appel à des grands comptes, des Apple, des IBM, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, ça peut être faire appel à des startups innovantes. J'entendais parler d'InWeCast, on a travaillé avec Multicam, donc des startups françaises qui s'intéressent à ce sujet, qui veulent travailler avec les universités. Encore l'autre solution, monter une spin-off, c'est-à-dire on a d'un laboratoire ou des ingénieurs et des chercheurs qui décident de monter une structure, on va dire privée mais adossée au public, pour produire elles-mêmes ces solutions et les diffuser. Et puis après, il y a la solution plus associative, on va dire, qui est de co-développer avec d'autres établissements, parce que finalement, à plusieurs, on est plus fort. Et donc, c'était la quatrième solution. Alors, peut-être vous êtes, par rapport à la vidéo, vous avez été confronté à ça, donc on peut faire un petit ping-pong comme ce matin, j'ai inséré ça, donc si vous pouviez répondre il est lancé. Merci Thierry. Ah, d'accord.
Vous avez le nom du... Ah, zut. Tout à l'heure c'était ABCD, là ça. Alors les résultats? Les résultats sont? Est-ce qu'il y en a un qui se dégage plus que d'autres? Je donne premier choix 3, deuxième 4, troisième 1 et dernier 7. 3, 4, 1, 7. 3, 4. Donc monter une spin-off en premier, c'est-à-dire c'est des universités qui ont fait le choix de construire des... C'est ça? Ouais, bravo. Ouais, je pensais que ça allait être... Non? Réponse pour A, 4 réponses pour B, une réponse Ah. pour C, 5 réponses pour D. Ah, d'accord. D'accord. Donc on est principalement dans le co-développement, c'est-à-dire on s'associe avec d'autres universités françaises, j'imagine, ou francophones pour fabriquer des outils. Donc effectivement, c'est à mon sens une des stratégies qui fonctionne, mais à certaines conditions, on en parlera un peu plus tard. Alors pour faire vite, donc le duo qu'on avait choisi, c'était Apple, iTunes, et puis à côté Canalu. Donc ça a eu des impacts très positifs sur la production, hein, Estelle en parlera plus loin. Et puis en 2011, alors c'est pas une photo vraie, mais c'était un peu ma situation, enfin notre situation. En 2011, patatras, Apple décide d'arrêter complètement son produit de production audiovisuelle. Donc on se retrouve avec une très belle infrastructure, comme beaucoup d'universités, hein, une solution logicielle qui marchait, qui rendait des services, mais sur laquelle on avait, il y avait plus d'évolution possible, et alors qu'on avait des besoins émergents nouveaux. Donc là, on s'est dit, on s'est peut-être trompé. Finalement, on pensait s'appuyer sur des gros et penser que ça allait mieux marcher, et en réalité, pas vraiment. Donc cette traversée du désert, elle a duré entre 3 et 4 ans, quand même. Où on s'est dit finalement on était là trop tôt on s'est lancé trop tôt, on aurait dû attendre que les autres essuient les plâtres à notre place. Et donc on a profité de ce temps de réflexion pour penser les usages, de quoi avons-nous vraiment besoin. On a travaillé auprès des enseignants pour faire de la formation de formateurs sur l'usage de la vidéo, le tournage. Et puis on a fait une veille très régulière sur les outils qui allaient émerger. On n'en voyait pas, on commençait un petit peu à s'impatienter, jusqu'à ce que, miracle, arrive Pod. Alors, en premier lieu, c'est apparu comme une solution qui répondait déjà à ce dont on avait besoin, c'est-à-dire une solution de remplacement. Et puis, elle correspondait à la culture qu'on avait développée à travers les autres outils open source qu'on était habitué à développer. Et donc, on s'est dit, tiens, on va se lancer dans l'aventure. Sauf que, on avait à peu près 2000 vidéos, donc ça représente plusieurs milliers d'heures, et qu'on était incapable de récupérer la moindre information. C'est-à-dire qu'on avait des fichiers à l'état brut avec un titre. Voilà. Ni d'auteur, ni de composante, ni d'année. Enfin, tout ça, c'était très très difficile à récupérer. Donc, on a eu quand même, on était heureux de trouver une nouvelle solution, mais on a eu un travail, encore une traversée du désert, ou plutôt un chemin de pèlerin, un pèlerinage, dans laquelle on a dû, pas à pas, réintégrer ces vidéos et toute cette offre. Alors, je laisse maintenant la parole à Estelle pour parler un petit peu du... Je te passe si tu veux. Oui. Bonjour. Oui, donc en fait, on s'est retrouvé avec cette expérience où on était content d'avoir un nouvel outil de diffusion, plein de promesses, un fond, on pensait avoir un fond, on pensait avoir 2000 vidéos, mais c'était totalement inexploitable. C'était inexploitable parce que on avait eu une énorme perte de l'ensemble des données lors de la migration. Donc, fort de cette expérience, lorsqu'on est rentré dans l'aventure Pod et qu'on a souhaité participer au développement, on s'est dit que ça pourrait être utile, puisqu'on était dans cette problématique d'avoir une solution un peu pérenne, quand même, on était échaudé par ce qui venait de se passer, d'avoir en place une indexation, un référencement un petit peu plus stable. Donc la première chose qu'on a regardé, c'était comment faire. Donc on voulait participer au développement de Pod dans cet axe-là. Au départ, on a regardé un petit peu tous les systèmes de métadonnées pour les ressources d'apprentissage et on s'est dit comment arriver vers le suplom.fr, ça pouvait être un idéal, mais avant tout ça, il fallait passer par le Dublin Core.
Donc le Dublin-Core, c'était vraiment, et je pense que c'est encore, ce qui fait que nos ressources, l'ensemble de nos ressources permettent de pouvoir migrer vers une autre plateforme et d'être pérenne. Donc dans ce travail sur le Dublin-Core, donc Nicolas en a un petit peu parlé, on a essayé de faire correspondre l'ensemble des informations nécessaires dans le Dublin-Core. Donc on a dans le Dublin-Core 15 informations qui sont facultatives, hein, qui ne sont pas obligatoires et qui sont toutes répétables. Donc ces informations, on a essayé de les faire correspondre avec les informations qu'on pouvait trouver dans POD. Et bon, grosso modo, là, le tableau explique. Et pour nous, ce qui était important, parce qu'on savait très bien que les utilisateurs auraient du mal à le remplir, à remplir au maximum les informations. Donc, il fallait qu'avec le moins d'actions possible de la personne qui mette en place la vidéo, on puisse avoir le maximum de champs remplis. C'était notre objectif quand on a tenté de mettre en place cette correspondance. Donc là, grosso modo, on a 3 actions obligatoires: se loguer, mettre un titre et télécharger un fichier. Et à partir de ça, on a déjà généré une dizaine de, c'est 10, hein, je crois, on a 10 champs du Dublin-Core qui peuvent être renseignés. Donc, par ailleurs, il y a tout ce travail qu'il faudrait encore voir parce qu'il y a des choses perfectibles, mais dans POD, le type de document, est-ce que c'est un colloque, est-ce que c'est une séquence pédagogique, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais ce n'est pas une information qui rentre dans le Dublin-Core. Donc, c'est dommage d'avoir une action obligatoire à fournir par l'utilisateur alors qu'elle n'est pas... Enfin voilà, donc il y a encore des choses perfectibles, mais ça nous permet d'avancer. Sur la question des droits, donc on a choisi que toutes les vidéos qui n'avaient pas d'accès restreint, c'est-à-dire où on n'ait pas la nécessité de se loguer, qui ne soient ni en brouillon et pour lesquels il n'y ait pas de mot de passe, puisqu'il y a ces différents modes d'accès, toutes ces vidéos-là, c'est annoncé dans les pages d'accueil du site, elles sont sous la licence Creative Commons, paternité, non dérivatif et non commercial. Alors non commercial, c'était ce qu'il y avait jusqu'à présent, mais avec l'arrivée très forte, on va dire, dans notre université, en tout cas des tendances formation continue, ça pose des questions, donc bon, ça c'est des choses qu'on doit voir sur peut-être comment faire évoluer un petit peu toutes ces questions-là. Donc quand on a installé toutes ces balises de métadonnées du Dublin-Core, les vidéos tout d'un coup elles étaient récupérées par le navigateur. Alors nous on était super contents puisque c'était l'objectif quand même, hein, d'avoir une visibilité et une valorisation de tout ce travail. Mais les enseignants, pas du tout. Ils nous appelaient complètement affolés, c'est pas possible, j'ai fait une recherche avec mon nom sur Google et ma vidéo elle ressort. Qu'est-ce que je peux faire? Ça va pas du tout. Donc on avait un ensemble de réticences des enseignants et des réticences par rapport à leur image, bien sûr, hein, c'est la culture de l'image, de se voir, c'est pas forcément accessible. Des réticences par rapport aux questions aussi de code de la propriété intellectuelle, est-ce qu'on peut retoucher ma vidéo, donc toutes ces choses-là bloquaient l'utilisation, et aussi, je dirais, des réticences d'un ordre plus culturel, qui est de passer d'une culture de l'écrit à une culture de l'image. Donc tout ça bloqué. Donc on a essayé de travailler et d'accompagner au maximum les enseignants là-dedans. Et la première chose qu'on a faite pour qu'ils s'y retrouvent dans POD, c'était de structurer les contenus avec la structuration administrative de notre université. Donc les chaînes, c'était leurs UFR d'origine. Donc ça a permis déjà que tout le monde s'y retrouve. On a structuré les chaînes aussi en mettant des responsables de chaînes, des propriétaires de chaînes dans les campus, ces propriétaires de chaînes pouvant donner des droits à différentes personnes repérées pour poster. Donc déjà que le contenu puisse être structuré, identifié à une UFR, déjà ça commençait à être rassurant. La seconde chose, c'est qu'on a accompagné avec des formations. Donc des tas de formations, des formations sur l'ensemble des vidéothèques institutionnelles, bon, Canalu, mais
aussi le jalon de l'INA, d'autres vidéothèques, enfin des vidéothèques diverses. Sur le fait de filmer un exposé oral, donc formation sur la production audiovisuelle, sur le code de la propriété intellectuelle, sur la scénarisation pédagogique, et tout ça nous a aussi, c'est aussi dans cette dynamique que notre service a monté un diplôme universitaire de pédagogie innovante qui participe aussi à cette culture. On a beaucoup mis l'accent aussi sur le screencast, parce que le screencast, c'est beaucoup plus facile. Certes, c'est un support vidéo, ça fait manipuler de la vidéo, mais on ne se voit pas. Donc, c'est plus facile. Bon, il y a savoir, enfin, on ne va pas encore changer savoir, mais quand même, pour les enseignants, on a vu que c'était, que ça permettait vraiment de faire le pas et de passer à ce type de support. Et en fait, on a vraiment pu constater une habitude, un changement d'habitude des enseignants et qui ont entraîné de nouveaux usages. Alors, dans les nouveaux usages, on a essentiellement des usages pour l'instant qui sont centrés sur le fait d'utiliser la vidéo. Malheureusement, on a trop peu d'usages encore sur l'enrichissement, à proprement parler. Ça reste minoritaire et c'est souvent plus issu d'ingénieurs pédagogiques, de notre équipe qui pousse là-dedans, plus que des enseignants eux-mêmes. Mais déjà, le fait, par exemple, d'utiliser un accès restreint ou un mot de passe, ça peut être utile dans différents cas. Ça peut être utile, par exemple, pour les vidéos d'autopsie et d'anatomie de médecine qui, lorsqu'elles sont apparues sans mot de passe et en accès libre, de suite on les a appelées en leur disant c'est pas possible, qu'il faudrait mieux mettre. Bon, il y en avait en plus pour 2 heures, hein, c'était terrible. Donc maintenant, ces vidéos-là sont visibles à un public restreint qui doit se loguer et qui en plus a un mot de passe. Donc il y a vraiment une double protection. Cet accès restreint et ce mot de passe ont aussi été utiles et utilisés par des enseignants qui mettaient une sorte de suspense autour de leurs vidéos, qui donc diffusaient en fait dans leurs cours, dans leur jalon, donc dans leur LRMS, intégraient des vidéos, mais ne dévoilaient le mot de passe pour accéder à la vidéo que beaucoup plus tard, ce qui crée une sorte d'émulation, et donc tous les étudiants voulaient voir la vidéo. Bon, c'était des petites techniques comme ça qui étaient utilisées. On a eu ensuite des enseignants de langue qui ont demandé à leurs étudiants de s'enregistrer avec leur iPhone et de poster des devoirs. En fait, ils devaient parler dans différentes langues. C'était avec de l'allemand, de l'espagnol et de l'anglais. Et donc, ils devaient déposer dans différentes langues des vidéos. Et ils les déposaient sous des chaînes. Alors ça, on avait utilisé des chaînes cachées. C'est-à-dire que les enseignants, on leur créait une chaîne qui n'apparaissait pas dans la structuration, parce que ça n'a pas d'intérêt que tout le monde, enfin, ça apparaisse dans la structuration générale. Mais donc, ces enseignants avaient une chaîne dans laquelle ils voyaient arriver toutes les vidéos, un peu comme une grosse boîte de dépôt vidéo, et ils voyaient arriver toutes les vidéos donc, de leurs étudiants. Et ce qu'on est en train de réfléchir et de voir avec eux pour pousser cette expérience, c'est d'utiliser maintenant le sous-titrage pour sous-titrer ces vidéos, que les étudiants puissent sous-titrer dans différentes langues les vidéos. Voilà. Donc ça, c'est par exemple des usages qu'on a vu naître avec ça. On a aussi des enseignants qui font des corrections sur des TBI et qui s'enregistrent et qui après les postent. Alors au départ, c'était pour 2-3 étudiants salariés qui ne pouvaient pas assister à la correction des exercices, mais maintenant, donc, on a toutes ces corrections qui sont là. On a aussi des enseignants qui ont utilisé la vidéo d'autres collègues. Alors que jusque-là, on avait des vidéos qui étaient uniquement faites dans leur petit coin et chacun utilisait dans leur coin. Donc on a vu un petit peu toutes ces pratiques se diffuser. Donc les indicateurs aujourd'hui qu'on peut en tirer, c'est que par exemple donc, de 2006 à 2015, qui est la première période pendant laquelle on a fait des vidéos, on a eu à peu près 2000 vidéos produites, et là depuis 2015, on en a eu 2500. Donc ça montre bien aussi comment cet outil, par sa facilité et par tout le travail qui a été fait autour, a permis quand même vraiment de développer la vidéo. Ça permet aussi d'accompagner la production de ressources pédagogiques qui se fait aussi globalement en vidéo, parce que sinon quand même
les enseignants vont essayer de diffuser quand même de toute manière sur YouTube ou là où ils peuvent les vidéos. Donc il y a quand même, ça répondait à un besoin. On a sur l'Université de Nice 172 personnes qui ont posté du contenu et on a 2800 vidéos publiques en accès libre. Et on a noté aussi 2 millions de téléchargements, puisque beaucoup de vidéos, donc on a la possibilité de télécharger le fichier par ailleurs, donc on voit aussi que c'est quand même largement utilisé, le téléchargement des vidéos. Donc par rapport à... Donc en fait, ces changements de pratique nous ont montré qu'il y avait des usages très diversifiés, que ça multipliait les usages pédagogiques, mais comme je vous le disais par rapport à la vidéo de médecine, d'autopsie, on a aussi la nécessité d'avoir une veille sur la diffusion, quand même, de voir comment les choses sont diffusées, qu'est-ce qui est diffusé, d'épurer aussi les vieilles vidéos de temps en temps. Donc on a à peu près, il y a 500, entre 500 et 700, j'ai plus les chiffres précis, de vidéos qu'on a complètement effacées parce qu'elles voilà, ça ne correspondait plus à rien. Donc il y a quand même besoin d'actualiser la plateforme régulièrement pour que le moteur de recherche soit cohérent et pour qu'on puisse s'y retrouver aussi et ne pas être complètement dépassé par exemple des corrections d'exercices qui au bout de 3 ans n'ont plus aucun intérêt. Et surtout ça nous a permis de centraliser des bonnes pratiques et de faire rejaillir ces bonnes pratiques dans les formations qu'on continue à donner. Donc on a une boucle qui est bouclée, comme dans tout bon écosystème, et dans les développements. Donc pour nous, ce qui est important dans POD, c'est vraiment d'essayer de développer et de pousser sur des développements qui vont nous être utiles pour leur usage pédagogique. Et un des premiers développements qu'on a fait, alors nous de notre côté, c'était de mettre en place un connecteur par rapport à notre LMS qui s'appelle Jalon, qui permettent donc à l'intérieur de notre LMS de récupérer directement les vidéos et de les intégrer. Et alors on a un accès sur les propres vidéos qu'on a postées soi-même, donc les vidéos desquelles on est propriétaire, et puis après on peut faire des recherches sur l'ensemble des vidéos. Voilà, donc ça on peut intégrer dans Jalon, et on peut aussi depuis Jalon basculer. Donc on a mis en place ce lien très rapide pour même depuis Jalon basculer, mettre en place des vidéos et les refaire passer. Voilà. Donc la question qu'on se posait, c'était de savoir de votre côté si vous aviez aussi mis en place des formations, il m'intéresse, Thierry, à la vidéo à destination des enseignants. est-ce que tu peux lancer un petit... Alors, ce sont des formations à la vidéo, formation sur les sujets de la vidéo, de manière large. C'est pas grave. Ce sera oui, non, peut-être, ou je ne sais pas. Donc 1 oui, 2 non. C'est ça? Ok. Non, bon. Ok, tant pis. C'est ça. Attendez. Pas tout de suite, non. Il y a C, c'est ça? Il y a un C qui se balade. Ah oui, d'accord. Non, oui, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Bon, partagé. 12 oui et 8 non. Ouais, ouais. C'est bien. Très très bien. C'est intéressant, ça veut dire que voilà, la vidéo sans formation de formateur, ça me semble compliqué d'envisager de développer plus loin. Là, oui, cette slide, c'est simplement c'était pour vous présenter le positionnement dans un plan de cours des vidéos qui viennent du NSPOD et de l'intégration dans le LMS telle qu'elle est faite. Là, il s'agit de vidéos de cas d'études que j'ai tournées avec un collègue sur l'accessibilité et qui sont intégrées sur les différents chapitres du cours que j'assure sur ce sujet. Et c'est vrai que de pouvoir intégrer au sein d'un plan de cours l'ensemble de ces médias,
rend pertinent l'usage de la vidéo dans ce cours. Et je pense même, au vu de discussions de ce matin, que la vidéo va devenir le point central de la scénarisation et que finalement les autres objets pédagogiques vont s'agréger autour de cette vidéo qui devient un élément très structurant, de plus en plus structurant pour la pédagogie. Et donc on est encore dans un schéma classique où on a une page web et finalement on insère des vidéos au milieu d'activités pédagogiques et je pense, et la tendance que je vois venir, c'est l'idée que la vidéo est l'élément central et à travers de l'hypermédia, des liens, un écosystème qui tourne autour de ces vidéos, on trouvera les autres ressources. Non, ça c'était toi. Je t'en prie. Oui. Bon, ça, donc, c'est une citation de Sophie Touzé dans un rapport de l'UNESCO en 2014 qui semblait intéressante et qui notait que le patrimoine pédagogique français regorge de ressources libres, éducatives, culturelles et scientifiques, mais ni les enseignants ni les élèves ne connaissent leur existence et ne savent comment les réutiliser. Et bon, je ne connaissais pas cette citation avant d'avoir entrepris tout le travail qu'on a mis en place, mais finalement, on est vraiment dans cette logique-là d'essayer d'amener tout ce patrimoine pédagogique français aux élèves et aux enseignants, parce qu'il existe bel et bien, et c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin ça, on va dire au niveau large, hein, on a beaucoup travaillé avec Canalu et on continue beaucoup à diffuser sur Canalu parce que ça nous semble important qu'il y ait une structuration, une diffusion et une visibilité nationale. Et on en a parfois discuté lors de visioconf avec Damien Poivet de Canalu de comment arriver à mettre en place une relation entre Pod et Canalu, que Canalu aille directement moissonner dans Pod, que Pod puisse être moissonnable directement aussi par les bibliothèques, par le super moteur de recherche de subnumérique. Enfin voilà, toutes ces questions-là, c'est ce qui peut-être... enfin, c'est des pistes pour l'avenir de la pédagogie en vidéo et de Pod aussi. Alors pour conclure rapidement, malgré tout cela, malgré les initiatives qui sont menées dans les établissements, de la formation de formateurs sur la vidéo, le fait que beaucoup ont des médiathèques finalement et qu'on les exploite de manière pédagogique, on est encore dans une période où il y a des injonctions paradoxales. Par exemple, si je prends le cas des plateformes open source qu'on pourrait développer entre universités, mais on est quand même dans un monde concurrentiel, monde universitaire concurrentiel, où chacun doit essayer de se détacher du peloton pour apparaître comme l'université la plus innovante en pédagogie. Et donc, c'est paradoxal avec le fait de mutualiser pour essayer de partager des pratiques, des outils, parce qu'on sait quand même bien qu'ensemble on est plus fort, mais en réalité, si on arrive à se détacher et apparaître en avance, eh ben, on a aussi parfois plus de financement, parfois plus de reconnaissance à la fois scientifique, pédagogique ou technique. Et donc, c'est toujours ces injonctions paradoxales qui se sont accélérées avec l'autonomie des universités. Et donc, je trouve aussi là encore qu'on est dans un moment charnière et que, pour faire rapidement, l'open source ne fonctionne qu'à certaines conditions. D'abord, il y a un prérequis, c'est que l'open source est la condition nécessaire à la pérennisation des contenus vidéo. Bon, à travers notre expérience, je pense que d'autres ont vécu le même type d'expérience, l'expérience d'un industriel qui nous a appuyés puis qui nous a un peu abandonnés au milieu du désert. On a vu que voilà, l'open source était une condition nécessaire à ça, au fait que les ressources restent indépendantes, qu'on puisse continuer à parler de ressources éducatives libres, et puis qu'on ait des libertés de choix à travers un comité de pilotage universitaire en fonction des besoins de l'université. Mais elle n'est pas suffisante, parce que là aussi encore sur Pod, si on prend l'exemple de Pod, quand on regarde et qu'on fait le tour des ressources humaines disponibles sur ce projet, il y en a quand même très peu. Et donc, sans un pilotage fort, tel qu'a pu le montrer ce matin la personne qui parlait de fun, là on est vraiment sur un pilotage très fort, avec des moyens importants, assumés, on arrive à produire des choses qui ont une dimension nationale, européenne, voire internationale. Mais là encore, on est encore, je dirais, aux prémices de la vidéo, de l'aspect vidéo, et l'expérience Pod peut très vite s'arrêter. Enfin, j'alerte un peu là-dessus, parce que je pense que s'il n'y a pas de moyens suffisants qui sont mis, chacun risque d'avoir une certaine timidité à se lancer en se disant « ça ne va pas avoir les reins assez solides, je ne peux pas m'engager à produire avec eux, je vais choisir une solution tierce, étrangère, sur laquelle je n'aurai pas de prise, mais je sais qu'elle va marcher ». Donc c'est aussi ça, c'est d'atteindre une taille critique suffisante en termes de partenaires, d'universités, pas seulement utilisatrices de produits open source, mais productrices de contenu open source, parce que dans l'open source,
beaucoup d'universités utilisent des produits open source, très peu participent, abondent en code, en apport. On le voit à l'exemple de Moodle. Bon, nous, si on a choisi un LMS local, c'est parce qu'on ne voulait pas subir les mises à jour, les développements pensés par un board sur lesquels, à ma connaissance, il n'y a pas d'université française. Donc finalement, ils décident des mises à jour et on subit des patchs, des mises à jour, des choses qu'on n'a pas demandées au final. Et donc, il faut trouver le juste milieu pour être à la fois acteur, pouvoir participer et avoir une taille critique suffisante pour espérer une pérennisation de ces solutions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, mais écoutez, les questions, s'il y en a, autour de cette thématique. Oui, se mettre tout en haut, c'est quand des questions. Non, c'est pas vraiment une question, c'est plus par rapport aux moyens dont tu parlais. Il faut savoir quand même que Pod a le soutien des SUP qui participent financièrement, déjà pour ma mise à disposition, puisqu'en fait l'université reçoit une contribution pour justement me dégager du temps, en théorie. Ensuite, par rapport ne serait-ce qu'au recrutement, donc c'est compliqué déjà de trouver des personnes ressources. Donc là, nous, on a gardé Joël et on a réussi à trouver des financements grâce à SUP, mais aussi au soutien du ministère, parce qu'il faut le souligner. Franck Esté en parlait ce matin, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils soutiennent aussi ce genre de projet. Bon, c'est sûr que c'est pas le même soutien que pour Fun, mais c'est pas non plus la même dimension. C'est tout à fait normal. Par contre, c'est vrai que la contribution au développement se fait sur la base du volontariat. C'est-à-dire que nous, alors il est possible en effet de passer des conventions. On vous l'a proposé plusieurs fois avec Nice, on l'a fait avec Strasbourg, etc. Donc le consortium ESU peut faire des conventions justement pour des contributions bien spécifiques au projet. Mais en effet, et je te rejoins tout à fait, ça nécessite des moyens, du temps, de la volonté, etc. Et moi, je fais que coordonner sur la base du volontariat. C'est-à-dire que si vous voulez une nouvelle fonctionnalité, ok, mais développez-la. Et on est juste là pour aider, mais on peut pas le faire. Et la dernière question, pour te rejoindre, concernant la pérennité, parce que c'est bien de mettre des applications, des fonctionnalités, etc. Mais comment on les garde à jour dans le temps? Les technos évoluent, les navigateurs évoluent, les supports évoluent, et une plateforme, il faut qu'elle suive. Et ça, c'est très compliqué. Ça demande énormément de moyens de continuer à mettre à jour les mêmes fonctionnalités, mais seulement les technologies support de ces fonctionnalités. Je le réponds peut-être à Nicolas, parce que, enfin, c'est pas une question, mais c'est vrai que c'est vrai que je suis d'accord. Il y a eu des financements publics qui ont abondé ce projet, c'est très bien. Mais on sent il y a une forme de timidité, et c'est aussi la limite du modèle actuel, c'est-à-dire où le ministère va financer une partie, quelqu'un qui est déjà dans un établissement en poste. Et sachant qu'on est quand même sur des ressources humaines contraintes aujourd'hui, c'est très difficile de libérer du temps pour un agent et justifier auprès de sa hiérarchie qu'on va libérer 20%, 30%, 50% d'un personnel pour travailler à un projet qui sert les autres. Alors qu'on est, comme je le disais, dans un environnement quand même concurrentiel. Alors, à mon sens, avoir quand même des ressources aussi humaines pérennes au niveau central, pas forcément beaucoup, mais des gens qui sont affectés à ce travail pour le commun, c'est une des solutions, à mon avis, de pérennisation, et ça assure un peu plus dans la durée. Et c'est vrai que sur Fun, on voit, il y a des équipes spécifiquement recrutées pour ça, qui sont affectées à ça, dans le cadre d'un GIP. Et à mon sens, c'est plus cher, c'est plus ambitieux, mais c'est, à mon avis, une bonne option de pérennisation. Oui, la concurrence se fait peut-être plutôt sur le contenu que sur le contenant. Et là-dessus, Pod c'est plutôt le contenant. Juste une petite question pour rebondir sur l'expérience des étudiants qui se filment et qui déposent leurs vidéos. Est-ce que vous avez rajouté des métadonnées pour arriver à discerner les étudiants, ou est-ce que c'est simplement par l'auteur?
Vous avez rajouté le numéro étudiant pour comment? Non, en fait, il postait dans une chaîne. Dès le départ, en fait, tous ces étudiants devaient poster dans des chaînes spécifiques. Donc, quand on leur a donné, en fait, il y a eu une petite administration à faire pour leur demander de poster dans une chaîne spécifique. Et c'était cette chaîne dont la propriétaire était une enseignante et qui les voyait arriver. Donc, elle les avait toutes regroupées. Mais les étudiants, eux, n'avaient rien de particulier à faire, si ce n'est enregistrer, déposer leur vidéo, de cocher qu'ils voulaient qu'elle soit dans telle chaîne. De toute manière, ils n'avaient qu'une seule chaîne qui apparaissait dans leur page de dépôt de la vidéo, et c'était tout. Mais comment elle faisait pour discerner la vidéo de l'étudiant Dupont, de l'étudiant Martin? Ils mettent leur nom. C'est l'auteur, voilà. Oui, c'est Ils l'auteur. n'inscrivaient pas leur propriétaire code d'étudiant. Il y a le nom de toute façon Oui, qui automatiquement, il y a le nom de celui qui a déposé, vu qu'ils sont Ok, connectés c'est- avec leur voilà. identifiant étudiant. Voilà, effectivement, comme c'est ils sont... Vous êtes Comme resté c'est sur lié au CAS, c'est. Ouais, ouais. On Voilà. avait cette information. le ok. Oui. Ok. Oui, mais c'est la même hiérarchie. J'en ai pas C'est- parlé spécialement parce que c'est l'accès restreint, c'est lié au CAS. Donc la c'est hiérarchie profilé du alors. De code, toute façon, il y a un profiling lié à l'authentification au moment de la connexion. C'est ça. Ok, super. D'autres questions?